Et hop, on est parti. Bienvenue à tous et à toutes. Donc on va partir sur 45 minutes. Donc avec la boîte de Pandore, donc c'est un format qui va être assez condensé. Voilà, n'hésitez pas à prendre des notes. Je vous inviterai à utiliser la partie conversation et chat pour réagir, parce que j'espère que ça va vous faire réagir. Donc 45 minutes, ça va être assez dense, effectivement. L'idée, c'est de créer un bout de discussion, un début de discussion, et surtout après, donner envie de poursuivre cette discussion au-delà de ces 45 minutes. Il va y avoir une petite phase d'introduction pour voilà, de quoi on parle quand on parle de transformation, puisqu'en fait, on parle souvent de transformation business ou digitale, alors qu'en fait, finalement, la technologie devient quasiment incontournable maintenant. En plus, le Covid a fini par accélérer ça. Des transformations, en fait. Et donc, de quoi on parle et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris un petit exemple, en fait, donc, en citant Martech. Donc, Martech publie des infographies régulièrement, au moins une fois par an, mais parfois une fois tous les trimestres, sous réserve de payer. Mais les infographies qu'ils publient une fois par an, elles sont accessibles au grand public. Et en fait, ça va juste être l'occasion de faire un parallèle entre la technologie d'un côté, en fait, et l'activité, le business au quotidien de l'autre, et le grand écart parfois qu'il faut pouvoir faire. Donc là, c'est un exemple illustré de la technologie et le marketing. Et bon, concrètement, c'est pas facile tous les jours d'être marketeur. Donc l'infographie, concrètement, elle est illisible, c'est volontaire. Et en fait, celle-ci, elle illustre l'explosion, littéralement, du nombre de solutions technologiques qui sont aujourd'hui, quand on parle de marketing et de relations clients au sens large, hein, et les solutions technologiques qui existent, on en a plus de 8000, ça a encore continué à augmenter, et ça fait voilà, une augmentation de 5233%, ce qui est juste imprononçable déjà, en même pas 10 ans. Et en fait, là, bon, concrètement, le paysage, il est quand même assez vaste, hein. Il y a toute la partie social media selling, il y a la gestion de contenu, il y a du CRM, il y a du marketing. Voilà, tous ces pans-là, regroupés autour d'une offre technologique dite marketing, c'est monstrueux, tout simplement. Donc, du coup, en fait, il y a d'un côté la techno qui a une tendance inflationniste en termes de solutions. Donc, ça bouscule tout le temps et de plus en plus vite. Et de l'autre, on doit se retrouver à piloter des projets de toutes sortes, et surtout de toute nature. Et en fait, la véritable agilité, parce que le mot agile, normalement, dans les gros mots du moment, en fait, transformation digitale et agile, c'est bon, on a le trio gagnant. Et l'agilité, la réelle agilité, en fait, elle est là, en fait, arriver à jongler avec des projets de longue haleine, des projets dits réglementaires, des projets ou initiatives d'amélioration continue, ou des projets de taille plus modeste, en fait. Et c'est pas qu'on doit faire que l'un ou que l'autre, en fait, on n'a pas le choix, finalement, on doit composer avec tout ça. Et voilà, faire un grand écart sur quatre types de projets, c'est là où la vraie équation d'équilibriste, c'est là où est voilà, la vraie équation d'équilibriste, en fait. Là, ce petit cadran, enfin, je le trouve intéressant, parce qu'en fait, il met deux axes en perspective. D'un côté, la stabilité des besoins, donc en gros, plutôt leur volatilité. Est-ce que c'est quelque chose qui bouge très vite, typiquement un marché à créer ou un marché extrêmement turbulent, ou à contrario, un horizon temps extrêmement lointain, typiquement des sujets réglementaires en fait. Et l'autre, le deuxième axe en fait, c'est est-ce qu'il y a une urgence à être présent et à fournir quelque chose de très vite, ou au contraire, en fait, on peut se permettre de prendre son temps. Et selon, en fait, ça donne finalement quatre natures d'initiatives ou de projets, en fait. Et ces quatre-là, en fait, c'est finalement le quotidien de toutes les entreprises, de toutes les organisations. Voilà, en gros, le parallèle entre technologie d'un côté et business de l'autre. Et voilà, on doit composer avec ces types de projets et avec des solutions technologiques qui poussent à peu près dans tous les sens. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en termes de solutions de collaboration ou de vidéoconférence.
Donc, en gros, on va attaquer sur le case study en particulier. Donc, ça va être une vraie histoire. Donc, c'est une histoire. Hein, donc, c'est toute ressemblance avec des faits réels serait totalement fortuite. Donc, c'est une vraie histoire basée sur une vraie entreprise qui a lancé un vrai projet pour faire des vraies bêtises. L'idée, c'est pas tant de regarder, tiens, ils ont fait des bêtises, parce qu'en fait, on les fait tous. C'est bien ça le sujet, hein, c'est que c'est des sujets, des problèmes que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont récurrents. Et en fait, ils sont récurrents, quelles que soient les années qu'on a pu considérer, quelles que soient les industries qu'on peut considérer, quels que soient les types de projets qu'on peut considérer, quelles que soient les équipes, en fait. Donc, je vais vous inviter à utiliser ce petit cadran avec 4 mots-clés en vous mettant en situation, en la place des personnages que je vais vous présenter. En fait, le case, il va se dérouler en 3 actes. Je vais planter d'abord le décor, 3 actes ensuite. Chacun des actes va mettre en exergue un problème récurrent parmi plusieurs. Donc, il va y avoir 3 problèmes récurrents qui vont cristalliser en fait cette histoire de transformation entre une ambition de départ et puis un résultat qui ne sera pas forcément celui qu'on escomptait à l'arrivée. Donc, 4 types d'actions que je vous invite à noter dans le chat, dans la partie conversation. Donc, en vous mettant en situation dans respectivement chacun de ces actes-là, qu'est-ce que vous arrêteriez si vous étiez à la place des personnages? Qu'est-ce que vous éviteriez? Qu'est-ce que vous feriez parce qu'ils ne le font pas? Qu'est-ce que vous renforceriez ou feriez davantage parce qu'ils le font, mais pas assez en fait? Donc, à arrêter, à éviter, à renforcer ou à démarrer. En fait, chaque acte, donc je vais parler, présenter, mais surtout, en fait, vous aurez une petite vidéo. Normalement, il y a une musique, mais c'est pas très important si ça passe pas. Et voilà, c'est une vidéo de 30-45 secondes qui transpose en fait l'histoire de transformation dans un contexte un peu marrant. Bon, là, ça sera un peu moins marrant que très marrant. Il y a voilà, il y a d'autres cases en fait que j'ai pu transposer dans des situations un peu plus Camelot et équivalent. Là, on est davantage dans un contexte d'industrie. Voilà, mais vous allez retrouver des petits personnages. L'idée, voilà, c'est de vous donner le temps de noter et puis de réagir directement dans le chat. Donc, notez les actions ou des réactions, donc des actions à éviter, à arrêter, à renforcer ou à démarrer. Et puis, bon, on va démarrer le case. Donc, en fait, on va être sur un enjeu de transformation, malheureusement subi ici. En fait, c'est pas un choix, c'est davantage un retournement de marché, en particulier un retournement d'une relation avec un fournisseur clé qui se trouve être OBS. L'entreprise, en fait, c'est une boîte qui fournit des solutions télécom et technologiques à des clients dans l'aéronautique, en particulier les aéroports, mais pas que, en fait. Ils fournissent des composants assemblés dans les solutions. Et en fait, voilà, leur rôle, c'est finalement un mix entre assembleur et fournisseur de solutions, en fait. Donc, ils conçoivent et ils fournissent des solutions de réseau et télécom à des clients B2B, donc on est dans du pur B2B, à des clients de l'aéronautique. Code to bill, en fait, c'est juste que en fait, ça va être toute la chaîne depuis la vente donc, et sur devis jusqu'à la facturation. C'est ça, en fait, qui est en train d'être remis en question dans cette histoire. On est dans une entreprise où la culture est avant tout ingénieur, télécom qui plus est. Ça a un rôle à jouer, un impact à jouer dans la culture et le mindset, en fait, des collaborateurs. Et OBS, l'un des fournisseurs clés de composants, donc l'un des partenaires clés, change sa manière de vendre et donc de fournir ses composants à l'entreprise. Donc concrètement, ça impacte tout le reste de la chaîne de la vente jusqu'à la mise en œuvre de ces solutions-là, en fait. Donc c'est ça qui est en train d'être bouleversé. Et donc voilà, on a en place ce programme de transformation pour pallier, répondre en fait à nouvelle situation stratégique en fait. On va avoir dans cette histoire-là donc cette population d'ingénieurs télécoms. On va avoir la direction en tant que sponsor de ce programme. On va avoir les sales et les commerciaux qui ont eu et on va avoir un impact colossal. On va voir comment. L'équipe projet à proprement parler qui va piloter et essayer de mettre en place ce programme de transformation. Et en face, une équipe d'ITCRM qui est en miroir des commerciaux et avec qui l'équipe projet va essayer de collaborer pour mettre en place
et dérouler ce programme de transformation, en fait. Et on va voir dans quelle mesure ça va pouvoir se faire. Donc, le programme va concerner forcément les commerciaux, l'équipe CRM et l'équipe projet. Et on va retrouver incarné en une seule et même personne, en fait, la direction, qui va donc essayer de pousser ce projet. Premier acte, donc voilà, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. En fait, tout l'enjeu qui est en train de se passer ici, c'est avoir raison. Finalement, c'est pas très important, surtout si on a raison tout seul. Donc en fait, le contexte de ce premier acte, en fait, il se passe déjà à la genèse, enfin, qui aurait dû être la genèse du programme. Les commerciaux, donc, eux, ils vendent. Jusque-là, rien d'anormal. En fait, ils se consacrent à la vente et surtout uniquement à la vente. Sous-entendu, finalement, le reste ne m'intéresse pas beaucoup, en fait. Donc, ils ne font que de la vente. Ils sont au cœur de la relation client. Historiquement, en fait, ils poussaient des catalogues de composants dont les prix avaient été négociés au préalable. Et voilà, et c'est le cadre de la relation, le cadre d'une relation qu'ils ont nouée avec le client, en fait. Donc, c'est une vente sur catalogue. C'est ça qui va être bouleversé dans ce contexte de transformation. Et en fait, quand vient le moment d'assembler la solution pour le client, basée sur des composants qui sont présents au catalogue, en fait, il se passait plusieurs choses. Soit les composants ne sont plus disponibles chez les fournisseurs, soit en fait, ils ne sont pas au plus disponibles dans la région, donc la zone géographique impactée chez le client. Soit les prix en fait ont changé entre ce qui était sur le catalogue en fait au début et aujourd'hui. Soit en fait ils sont pas compatibles ou plus compatibles avec l'un ou l'autre des autres composants de la solution en fait. Donc en gros, soit c'est plus disponible, soit c'est pas disponible là où on doit la mettre en place la solution, soit en fait ils sont disponibles plus au prix catalogue, soit en fait ce qui a été vendu n'est clairement pas compatible avec le reste de la solution en fait. Donc on va retrouver dans cet acte euh, deux personnages principaux, enfin qui incarnent en fait deux populations principales, les commerciaux d'un côté et on va dire les autres équipes, principalement les ingénieurs. Les commerciaux, leur objectif, c'est vendre à n'importe quel prix, concrètement. Leur attitude ou leur driver, en fait, ça va être l'importance. Ce que je fais, c'est important. Ça sous-tend que ce que les autres font, c'est moins important, en fait. Et leur contrainte ou leur point noir, c'est ce que je fais avec le client, ça regarde que moi. Donc en fait, une tendance à l'implicite, donc à surtout pas être explicite. Et donc les autres équipes, principalement les ingénieurs, leur objectif, c'est d'assembler une solution cohérente qui réponde aux besoins du client, en fait, qu'on peut facturer et donc concrètement qui génère de l'argent, qui est viable du point de vue technique et qui est viable du point de vue économique. Leur driver, ça va être la certitude, construire une solution viable, facturable. Et leur point noir, en fait, du coup, c'est qu'ils ont besoin de savoir ce que le client a demandé. Donc, ils ont besoin d'explicite, eux. Donc, on a d'un côté des commerciaux. Ce que je fais, c'est important, ce qui sous-tend que ce que font les autres, c'est pas important. Qui cultivent une culture de l'implicite et donc du non-dit, et de surtout pas ouvrir le capot. Et de l'autre, une position d'ingénieur qui a plutôt, en apparente opposition, qui a besoin de certitude et qui a surtout besoin d'explicite, en fait. Donc, une petite vidéo de 30-45 secondes et je vous mets en situation. Vous allez voir des personnages, mettez-vous à leur place ou dans cette scène-là et qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous éviteriez, qu'est-ce que vous arrêteriez, qu'est-ce que vous renforceriez dans cette situation. Je peux la repasser une deuxième fois, ce qui peut vous laisser un petit peu de temps, le temps de réagir. En fait, n'hésitez pas aussi à faire entrer les gens qui sont en salle d'attente, le cas échéant. Je repasse une deuxième fois la vidéo.
Ok, donc je vous invite à réagir dans le chat. En fait, là, ce qui est en train de se jouer, c'est que du coup, il y a un changement de culture, de mindset, en fait, pour passer d'une culture de l'implicite à l'explicite. C'est clé pour justement casser, en fait, cette apparente mise en opposition d'un binôme, en fait, qui a deux enjeux. Et en fait, c'est pas parce qu'on respecte, enfin, on cherche à répondre à un enjeu qu'on doit forcément voir l'autre enjeu comme étant en opposition. Et en fait, une des clés, c'est justement de passer de l'implicite à l'explicite, ce qui suppose donc de communiquer, on verra ça plus tard. Et en fait, ben voilà, de voir ben finalement ces deux personnes, mais comme deux maillons dans une chaîne globale, tous les maillons d'une chaîne, finalement, comme autant de rouages qui s'emboîtent ou qui doivent s'emboîter correctement, en fait. Et ce changement de culture implicite à l'explicite, euh, si on ne prend pas la peine de bien préparer le lancement du projet et dès le lancement du projet, avec comme clé de succès en fait ce changement de mindset, en fait on ne fait que ben, mécaniquement mettre en apparente opposition ces deux populations clés en fait, en mettant d'un côté la vente, de l'autre les opérations. Et il y a d'un côté ceux qui se voient comme importants et de l'autre ceux qui sont persuadés d'avoir raison en fait et qui cherchent à avoir quelque chose de certain. En fait, là, l'élément clé, c'est bien la préparation et le lancement du projet. Donc, le titre, hein, le projet Un bébé non désiré. Malheureusement, en fait, dans 20% à peu près des décisions dites stratégiques de lancer un projet, en fait, concrètement, il n'y a rien qui acte ou prépare le lancement du projet, en fait. Donc, c'est une décision stratégique, hein, donc un projet stratégique. Et en fait, dans 20% des cas, on n'acte pas ce que ça veut dire de lancer ce projet-là, qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi on le fait, en fait. Et le répercuter à tous les étages de la fusée. Et en fait, un projet, concrètement, et donc la réussite d'un projet, ça dépend tout à la fois de la capacité à détecter, d'une part, et la capacité à gérer les problèmes, d'autre part. Et en fait, rien acter, ni préparer, on prépare juste l'arrêt prématuré ou flinguer le projet, en fait, ou livrer un truc qui ne va pas répondre au sujet, parce qu'en fait, on n'aura pas préparé en amont l'impact sur toute la chaîne, et donc tous les rouages ne seront pas emboîtés, et donc concrètement, vous êtes le maillon faible, au revoir. Voilà pour le premier acte. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est un problème récurrent. Dans la boîte de Pandore, en fait, on en a listé 13, pas au hasard. Hein, je vous parlerai du pourquoi ces 13-là. Celui-ci en est un, et clairement, en fait, c'est dans 20% des cas. 20% des cas, c'est juste que concrètement, on prépare à flinguer 20% des projets qu'on va lancer, ce qui est un petit peu colossal, en fait. Début de l'histoire, finalement, on n'est quand même pas en train de bien la préparer, cette histoire-là. Deuxième acte, en fait, on va avoir donc, bah, on va creuser cette partie implicite-explicite. On va donc à chercher à ouvrir le capot, en fait, pour justement expliquer et commencer à rendre explicite ce qu'il faut faire, pourquoi on le fait et avec qui on doit le faire, en fait. Dans ce deuxième acte, en fait, ce qui est en train de se jouer, c'est qu'on a donc l'équipe CRM que je vous présentais au début, elle est directement en miroir des commerciaux. Jusque-là, rien d'anormal. Donc, en fait, elle reproduit, au-delà du système, elle reproduit dans le mindset le schéma des commerciaux. Donc, du coup, elle ne tient pas ou très peu compte du reste de l'organisation. Elle vit un petit peu comme une forme d'indépendance pas autonome, mais vraiment indépendant. Donc, le cordon ombilical est un petit peu coupé. Or, le CRM, donc la relation avec le client ou les futurs clients, c'est le premier maillon de la chaîne, en fait, transformé, qu'on doit transformer pour passer de cette fameuse chaîne quote to bill, en fait, d'un devis, une vente sur devis, non plus une vente sur catalogue. Pour donc mieux tracer le cycle de vente tout au long de la chaîne, donc mieux tracer les commandes clients et pourquoi, en fait, ils ont commandé ça et quels étaient les enjeux et donc le cycle de vie des contrats, et donc concrètement permettre de gérer ces nouvelles pratiques de vie en lieu et place d'un catalogue de prix, en fait, pour éviter l'écueil au moment d'assembler une solution, assembler des choses qui ne sont pas compatibles ou pas avec le bon prix, donc pas viables, soit technologiquement, soit économiquement, soit les deux, en fait. On va avoir dans cet acte deux personnages principaux, là aussi, l'équipe CRM d'un côté et l'équipe projet ou programme de transformation de l'autre, en fait. L'équipe CRM, donc jusque-là, elle gère le CRM et la relation avec les commerciaux. Donc, puisqu'elle calque son comportement sur le schéma des commerciaux,
elle nourrit également un sentiment d'importance. Donc, ce que je fais, cette importance qui sous-tend que ce que font les autres, ça ne l'est pas. Et son point noir, en fait, malheureusement, c'est qu'il y a, vu qu'on ne sait pas tout, et tout, il y a personne qui sait tout, en fait, il y a des choses qu'ils ne savent pas faire, en fait. Donc, il y a un manque de compétences sur l'outil CRM, sauf que malheureusement, ils ne sont pas à l'aise pour en parler, et donc pas à l'aise pour collaborer, en fait. Et c'est ça qui cultive aussi l'implicite. Et de l'autre, on a l'équipe projet ou l'équipe programme. Son enjeu, son objectif, c'est d'intégrer le reste de la chaîne avec le CRM, puisque le premier maillon de la chaîne, Code to Bill, ben pour qu'il y ait un devis vis-à-vis d'un client, il faut qu'il y ait le client, en fait, et le client, c'est le CRM. Donc, du coup, l'enjeu de l'équipe projet, c'est ici d'intégrer le reste de la chaîne avec le CRM, et le CRM étant comme la courroie de transmission, en fait. Donc, bah, du coup, cette équipe projet-programme a besoin de certitude, en fait, comprendre comment ça marche, comment on peut intégrer, en fait, cette chaîne-là avec le CRM. Et la difficulté de l'équipe projet ou du programme, c'est qu'elle n'a pas le sponsorship qu'elle mériterait. En tout cas, le sponsorship ici n'est pas assez fort, sous-entendu la direction. Elle ne prend pas le rôle de sponsor tel qu'il devrait être nourri, surtout dans un contexte de transformation subie, en fait. Donc là aussi, une nouvelle vidéo de 30-45 secondes, le temps pour vous de mettre dans le chat en fait si vous êtes dans cette situation-là, qu'est-ce que vous éviteriez, qu'est-ce que vous arrêteriez, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous renforceriez en fait. Je vais essayer de la passer également là aussi 2 fois, et puis on va continuer. Alors là, pour ceux qui ne voient pas forcément sur la vidéo, parce que c'est écrit un petit peu, les Men in Black, là, en fait, c'est la direction, hein, c'est les sponsors. Et en fait, le chef d'atelier, donc, c'est voilà, c'est le responsable du projet ou du programme, en fait. Et donc, voilà, du coup, le chef d'atelier, on le voit aller chercher de l'aide, puisqu'en fait, l'enjeu, c'est pas de juger, en fait, c'est trouver des solutions, en fait. Et donc, si l'équipe CRM est en difficulté, par manque de compétences, bah, c'est de trouver des solutions. Donc, quelles compétences on peut aller chercher pour construire une solution et donc faire en sorte que ces rouages-là s'emboîtent correctement. Je repasse la vidéo une deuxième fois. Alors, ce qui est en train de se passer ici, en fait, c'est, on voyait dans le premier acte, l'enjeu, c'est basculer d'une culture de l'implicite à une culture de l'explicite, en fait. Et donc, pour faire ça, il faut ouvrir le capot. Et donc, finalement, on va découvrir qu'il y a des choses qu'on sait faire et c'est OK, il y a des choses qu'on ne sait pas faire et c'est aussi OK. Et l'idée, c'est comment on fait pour rassembler les pièces du puzzle, pour justement arriver à faire des choses qu'on ne savait pas faire, en fait. Et c'est là tout l'intérêt d'être à plusieurs, parce que du coup, plus de pièces de puzzle, du coup, ça construit un puzzle, en fait. Sauf que quand on n'est pas à l'aise avec ce qu'on ne sait pas faire, et quand dire je ne sais pas faire, c'est pas OK, c'est bien très compliqué pour collaborer en fait, parce que du coup, poser des questions ou devoir répondre à des questions, ça devient vécu comme une agression ou une potentielle agression, et ça vient renforcer un malaise, donc ça vient renforcer en fait une culture du rétention d'informations, je parle pas, j'évite. Et donc, en fait, ça vient cristalliser une tension, alors qu'en fait, tout simplement, le point de départ, il est sur je suis pas à l'aise avec je ne sais pas. Et en fait, s'il y a rien qui vient craquer ça pour dire c'est pas grave de pas savoir, en fait, on va créer une guerre froide, en fait.
Et ici, donc, on a le changement explicite donc, vers l'explicite pour collaborer qui renforce le malaise, induit en premier lieu par le manque de compétences. Le manque de compétences face aux besoins de reconnaissance, d'importance, parce qu'en fait, c'est ça, hein, l'équipe, hein, CRM. Donc, manque de compétences, besoin de reconnaissance. En fait, on renforce un comportement implicite. Je ne peux pas dire que je ne sais pas, parce qu'en fait, du coup, sinon, j'ai l'impression de me dénigrer. Sauf que j'ai besoin de me sentir important, parce que je suis important. Donc, je ne peux pas dire que je ne sais pas, en fait. Donc, du coup, ce passage implicite vers explicite se retrouve bloqué. Collaboration soit pas possible ou à minima tendue. Donc, du coup, concrètement, on a cette cohérence de la chaîne qui est à risque, d'où l'appel à soutien du sponsor pour craquer en fait cette tension qui aurait dû être déjà craquée dès le premier acte en fait entre les commerciaux et le reste du monde, puisqu'en fait l'équipe CRM ne fait que répliquer le schéma mental des commerciaux en fait. Donc pour collaborer, la clé c'est communiquer, et communiquer c'est pas un plan de communication à part. C'est pas je faisais rien, maintenant je communique et maintenant j'ai fini de communiquer. C'est tout le temps avec tout le monde et à chaque instant en fait. Sauf que en fait c'est plus de 40% des cas hein, d'initiatives d'envergure à l'échelle d'une entreprise, ou en tout cas à une échelle stratégique, qui rencontrent des fameux problèmes de communication. Euh, et en fait, tous les enjeux justement de gouvernance ou d'architecture d'entreprise en particulier qui cherchent à améliorer la communication, en fait, elles se heurtent elles-mêmes aux problèmes de communication, aux problèmes qu'elles cherchent à résoudre en fait. Et c'est là le paradoxe. Et en fait, au-delà de mettre en place une solution de communication, le vrai levier ici, c'est finalement de craquer déjà au niveau individu, d'être à l'aise avec il y a des choses que je sais faire et je suis OK avec ça, il y a des choses que je ne sais pas faire et c'est aussi OK en fait. Et du coup, être OK à le dire, rendre explicite ce que j'ai dans la tête, parce qu'en fait, on n'est pas dans la tête des gens, sinon ça sera un petit peu le bordel. On va attaquer le troisième et dernier acte qui va cristalliser cette histoire qu'on sent bien, qui était bien partie, qu'on sent décidément bien emmené pour aller vers un horizon parfaitement serein. Le troisième et dernier acte, les masques, en fait. Donc, dans ce troisième et dernier acte, ce qui est en train de se jouer, si vous pouvez faire entrer les gens qui sont en salle d'attente, s'il vous plaît. Dans ce troisième et dernier acte, en fait, l'enjeu de la transformation, c'est donc d'aligner toute cette chaîne-là pour mieux. Alors, au-delà de contrôler, hein, mais il y a bien un élément de traçabilité. Donc, ce qui a été vendu a été effectivement commandé, ce qui a été commandé a été effectivement facturé, ce qui a été facturé a été effectivement payé. Donc, ce fameux rapport coût-prix des composants pour assembler une solution. Donc, il y a une logique de traçabilité, mais en fait, le vrai enjeu, au-delà de la traçabilité, c'est bien de s'assurer qu'il y avait un besoin et que la solution réponde aux besoins. Donc, en fait, il y a une viabilité technique, une viabilité économique qui répond donc à un besoin. Les commerciaux ici doivent donc finalement être plus rigoureux et en fait derrière rigoureux, mais surtout explicite sur les pratiques commerciales pour clarifier ce qui a été vendu, de sorte qu'on puisse prendre le relais et à répondre et apporter la meilleure solution aux besoins qui a été formalisé dans l'acte de vente en fait. Il en va donc de la viabilité, certes technique et surtout économique. On va retrouver dans cet acte les commerciaux d'un côté et l'équipe projet et programme de l'autre. En fait, les commerciaux, ils sont toujours dans leur objectif de vendre et à n'importe quel prix. Et tant que ce mindset-là restera, donc sans se préoccuper du reste de l'histoire, donc du reste de la chaîne, en fait, ça ne pourra pas fonctionner. En fait, donc leur driver, c'est ce que je fais moi, c'est important. Ce qui sous-tend mécaniquement que ce que font les autres, c'est pas important. Donc la difficulté, ça reste ici ce que je fais avec le client, ça ne regarde que moi. Donc qui cultive l'implicite. Donc ça, c'est pas craqué, ça ne peut pas fonctionner en fait. L'équipe programme de l'autre côté cherche ici toujours la même chose en fait, c'est intégrer le CRM avec le reste de la chaîne pour que du point de vue système tout soit cohérent et surtout du point de vue équipe et humain, ces différents types de populations
collaborent en une chaîne harmonieuse en fait. Et donc leur driver, c'est besoin de certitude, d'explicite. Et malheureusement, en fait, les sponsors du programme qu'ils pilotent font défaut, en tout cas ne jouent pas leur rôle de sponsor fort, en fait, qui est la clé dans un enjeu de transformation de cette ampleur. Donc, troisième et dernière vidéo, 30-45 secondes, ça sera l'occasion de nouveau de mettre dans le chat vos réactions. Donc, qu'est-ce que vous feriez, vous éviteriez, vous arrêteriez ou vous renforceriez si vous étiez dans cette situation-là? Je la repasserai 2 fois également. Je passe une deuxième fois. Alors, je vois le temps qui défile aussi. Donc, on va terminer le case. On prendra 2 minutes en fait pour que je présente comment tout ça peut s'inscrire dans l'approche en fait et l'expérience Pandora Box. Et après, on va ouvrir le débat. En fait, donc, dans ce troisième et dernier acte, ce qui est en train de se jouer, en fait, aurait déjà dû commencer à se jouer dès le lancement du programme, en fait, dès la préparation. Donc, dès le premier acte, en fait. C'est pour ça que le rôle de sponsor ici, il intervient malheureusement tardivement, alors qu'en fait, il aurait déjà dû s'incarner dès le début. En fait, le succès du projet, du programme, on le voit, hein, c'est cette bascule de implicite à explicite qui répondrait à ces besoins de certitude et qui demande de changer la culture et les mindsets. Et cette clé-là, elle se joue dès la préparation, dès le premier maillon de la chaîne, les commerciaux, et en miroir, le CRM en fait. Et malheureusement, les commerciaux ne veulent pas d'explicite parce qu'ils se sentent importants en fait. Et c'est ce point-là qu'il fallait craquer dès la préparation du programme, dès le début du programme, dès le premier acte en fait. Et puisque les sponsors en fait n'ont pas joué ou ne prennent pas cette posture suffisamment tranchée, en fait, s'ils ne viennent pas en soutien euh, à ce moment-là, mais ils auraient dû préparer dès le début, en fait, s'ils prennent pas cette posture tranchée forte, en fait, on se retrouve finalement à une vraie guerre des tranchées, une apparente opposition qui se cristallise, et le plus fort gagne, en fait. Et le premier moment de la chaîne qui saute, en fait, c'est le reste de la chaîne qui part avec. Donc, en fait, là, le changement, en particulier, ça se prépare, et c'est pas, là aussi, un plan de changement à part, hein. Le changement, ça se passe, ça se pense et ça se conçoit dès le début, en fait, dès le démarrage, dès la préparation, le cadrage, en fait, du projet ou de la transfo, en fait. Et c'est dans plus de 38% des cas, donc près de 40% des cas, où on a des fameux problèmes de conduite du changement. Et le changement, c'est pas un one-off en fait, c'est on faisait rien, on change et ça s'arrête en fait. Le changement, c'est pas un statut, c'est pas un état, c'est une dynamique en fait. Et tant qu'on continuera à penser le changement comme étant il y avait rien, c'est changé, maintenant c'est fait, plutôt qu'une dynamique, donc quelque chose de vivant qui ne s'arrête jamais et qui continue, euh, en fait, c'est un déni de réalité en fait, d'où le titre du case. Voilà pour ce case study. Je vais vous montrer rapidement en fait ce qu'on a pu voir au travers de ce case et après
on va discuter, j'espère, de tout cela. Voilà, la boîte de Pandore en quelques mots. En fait, l'enjeu, c'est de venir craquer la récurrence des problèmes. Avoir des problèmes dans un projet, c'est normal. Un projet, hein, c'est concrètement avoir des problèmes à plusieurs qu'on n'aurait pas si on était tout seul. Donc avoir des problèmes, c'est pas ça la difficulté. C'est pourquoi parmi les problèmes, certains reviennent en fait. Parce que du coup, c'est pas spécifique à ce projet-là, c'est que concrètement, l'organisation ne parvient pas à apprendre d'un projet et donc des problèmes que ce projet-là a rencontrés pour ne pas que ce problème-là se répète en fait. Donc concrètement, les stats hein, qu'on retrouve ici, voilà, on a 70% des transformations en particulier qui échouent avec un problème mal posé où on livre pas au bon moment sur le marché, où on livre une solution mais qui n'est plus adaptée ou inadaptée et avec une mécanique de prise de décision qui est biaisée soit en amont, soit en aval en fait. Et tout l'enjeu de la boîte de Pandore, ça va donc de bien casser la récurrence des problèmes. Pourquoi? Parmi les problèmes rencontrés par les projets, certains sont récurrents et c'est le fait qu'ils sont récurrents qui est un problème. Et donc, en fait, ces sujets-là ou ces problèmes, on les connaît, donc on le sait. Sauf que savoir et faire, c'est deux trucs qui n'ont strictement rien à voir, hein. C'est très utile, mais ça n'a strictement rien à voir, hein. La preuve, hein, fumer tue. Bon, savoir, c'est pas ça qui fait arrêter. Et quand l'Australie est en train de brûler, savoir, c'est pas ça qui nous a fait faire, en fait. Donc, savoir et faire, très différent. Et tout l'enjeu de la boîte de Pandore, c'est justement de faire pour aller explorer cette fameuse face cachée de l'iceberg. Donc, tout ce qu'on ne sait pas qu'on sait, c'est con, parce que du coup, vu qu'on ne sait pas qu'on sait, on ne peut pas le partager. Et tout ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, ça aussi c'est con, parce que du coup, vu que je ne sais même pas que je ne sais pas, je ne peux pas le demander en fait. Et donc, l'idée de cette expérience de la boîte de Pandore, en fait, c'est de mettre en situation, de faire, pour aller à la pêche de cette face cachée de l'iceberg. La petite note hein, et le clin d'œil de l'iceberg, hein, c'est que le Titanic il s'est planté, et c'est pas à cause de la face visible de l'iceberg hein, qui s'est planté, hein, c'est bien à cause de la face cachée de l'iceberg. Donc voilà, c'est l'expérience de la boîte de Pandore, c'est un mix entre des case studies, du serious game et l'idée de mettre en situation et de faire pour déjà commencer à amorcer le changement dès d'entrée de jeu en session en fait. En session, donc en gros, il y a 4 formats qui existent. Ça se décline systématiquement sur des sessions de 3 à 4 heures pour 4 à 8 participants et on va aller traiter un sujet, donc un levier parmi les 13 aujourd'hui identifiés. Donc en fait, une session, c'est environ 2 à 3 parties de Serious Game. La part belle étant donnée justement à le vécu et comment on exploite ce vécu en fait pour justement tirer des leçons et surtout en fait mettre en mouvement. Donc tout ce qu'il y a à faire qu'on ne faisait pas, tout ce qu'il y a à faire encore plus parce qu'on ne le fait pas assez, tout ce qu'il y a à éviter, donc clairement à ne pas reproduire, tout ce qui est arrêté, qu'il faut arrêter dès maintenant en fait. Donc c'est au travers de la mise en situation pour amorcer la dynamique de changement dès la session et donc un truc plug and play au bout de 3 heures. Et en fait, ça se décline comment? C'est on prend un levier, on se met en situation, on prend conscience, on travaille tout le vécu au travers de 4 compétences, et à partir de là, en fait, on continue à ancrer le changement qui a déjà démarré en session, en fait. Et voilà, pour clôturer sur la boîte de Pandore, voilà, c'est tout à la fois l'occasion d'exploiter en fait et de bénéficier de l'expérience d'une équipe à l'autre, donc partager entre des équipes. Et en fait, c'est aussi l'occasion pour une même équipe d'apprendre d'un projet à l'autre en fait. Donc faire levier sur les autres et faire levier sur soi-même en fait. Qu'est-ce que j'ai appris de ce que j'ai déjà fait pour faire levier sur ce qui marche dans ce que je vais faire demain et arrêter ce qui ne marchait pas hier pour ne pas le reproduire sur ce que je vais faire demain en fait. Et voilà, vous allez pouvoir trouver sur le site de la boîte de Pandore, sur la page entreprise ou sur mon profil, des contenus et puis j'espère que ça vous donnera envie de discuter. Et puis, je vous invite à remettre les micros et puis on va discuter. Alors, je ne sais pas s'il y a un point en particulier ou quelqu'un qui voulait réagir dans un sujet en particulier. Ça serait quoi? Je voyais que Karima, un des échecs, c'est la non-communication, par exemple, entre les services. Est-ce que
Karima, tu peux clarifier. En fait, quand il y a une réorganisation, c'est souvent le manque de communication entre la direction, l'organisation et les Ouais, gens sur le terrain. Du exact. coup, le fait de ne pas expliquer pourquoi une réorganisation est nécessaire ou comment on va procéder, du coup, pour l'équipe terrain aussi, là, pour le coup, moi je l'ai vécu aussi comme ça. Pour l'équipe terrain, ben, c'est difficile de comprendre et du coup, difficile aussi d'appliquer ou d'être accompagné. Exact. Exact. En fait, oui, le changer sans qu'on explique pourquoi il faut changer, Mm. c'est bon. Déjà, c'est très infantilisant. Et du coup, ça produit pas. En fait, ça produit rien parce que finalement, on est beaucoup dans un modèle managérial qui reste encore sur le contrôle and commande. En fait, tu exécutes et tu réfléchis pas. Mm. Donc, ouais, très juste. Il y avait Véronique qui disait mettre en place un échange régulier, ne pas attendre une situation de crise. Véronique, ouais, si tu peux. Oui, ben, ça rejoint nettement ce que vient de dire Karima, hein, et dès le début, j'avais envie de marquer le mot communication au premier cas qui apparaissait. En fait, moi, je suis toujours aussi sidérée de voir qu'on ne communique pas dans les entreprises. À l'heure de la communication, en plus, on communique mal. Et effectivement, on ne peut pas développer aussi ce sentiment d'appartenance, cette libération de la parole qui permet du coup à des acteurs qui se retrouvent en difficulté de pouvoir exprimer leurs difficultés de peur. En montrant mes difficultés, comme vous l'exprimiez, je montre, j'affiche presque mes incompétences et je ne peux pas les dire. Et c'est déplorable parce que on ne peut pas être on ne peut pas être pointu et parfait sur tout, et encore moins sur un projet piloté par plusieurs acteurs, coordonné apparemment un peu mal dans ce que vous nous avez montré. Et donc, pour moi, oui, c'est le besoin de communication et le sentiment d'appartenance permettent un petit peu de décomplexifier l'attitude en entreprise et de mieux travailler de façon plus coopérative. Voilà, moi je suis scotchée par le cas Alors, Karine. merci, parce que alors il se trouve que la coordination, c'est moi qui la faisais, donc du coup, effectivement, ça s'est totalement planté. Et en fait, faute d'un sponsor, mais surtout un cadrage en amont, la vie du projet, elle se jouait au moment du lancement, mais même avant, en fait. Et finalement, lancer un projet là-dedans sans le préparer, c'est mort d'avance, on le sait. Mais voilà, ça donne des situations kafkaïennes, c'est-à-dire du coup, exactement ce que Karima, je dis tu, pardon. Mais en fait, on se retrouve dans une situation d'impuissance, donc c'est extrêmement déstabilisant et très frustrant. On n'a pas les moyens d'agir parce qu'en fait, ce sont des choses qui se jouent avant et à d'autres niveaux également. Et donc, du coup, on est impuissant, on voit la situation, on sait ce qu'il faut faire et concrètement en face, typiquement les sponsors dans l'histoire ici, n'écoutent pas et donc, du coup, en fait, n'agissent pas. Et en fait, concrètement, on flingue. La mort est déjà programmée, en fait. Et cette cristallisation très descendante empêche toute possibilité de sentiment d'appartenance, puisqu'en fait, on se sent pas partie prenante dans la construction du truc. On reçoit quelque chose qui a été décidé et sur lequel on n'a pas la main, en fait. Donc, du coup, ça marche pas. Finalement, derrière, on va empêcher aussi la recherche de solutions, parce que ça marche pas. Ouais, mais finalement, on n'a pas donné les moyens de solutionner le problème, donc du coup, tant pis. Donc en fait, ça programme dans tous les. Effectivement, là, on voit bien que le truc, ça ne peut pas fonctionner en fait. Bon, après, c'est tout l'intérêt de rendre l'histoire et de la raconter sous un prisme en fait très cristallisant. Parce qu'en fait, on voit bien que les trois axes s'enchaînent et ça ne peut pas bien se passer en fait. Mais effectivement, le sentiment d'appartenance passe par la sensation de pouvoir agir. Pouvoir agir, ça suppose de reconnaître la réalité. Donc, du coup, il y a des trucs que je sais pas faire et c'est très bien, et des trucs que je sais pas faire et c'est aussi très bien. Et ça commence, enfin, reconnaître la réalité, ça commence par soi, en fait, effectivement. Et donc, à partir de là, on peut commencer à faire levier sur l'action. Repartir, je reconnais un problème, je peux y apporter une solution. Si je reconnais pas le problème, je peux pas agir sur quelque chose qui n'existe pas, en fait.
J'avais un cas qui est en écho à ça. C'est pas celui-ci, hein, c'est encore un autre. Mais à la fin du mandat, le N-1 m'a demandé, mais Arnaud, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, en l'occurrence ici Laurent veut que je gère le problème, mais avant que tu arrives, je l'avais le problème et il n'était pas content avec les éléments que je lui apportais. Et maintenant, en fait, non, tu t'en vas, ça va pas mieux aller en fait. Je dis, mais en fait, là, le truc, c'est que problème-solution, ça suppose qu'on reconnaisse qu'il y a un problème. Et en fait, ici, Laurent veut que le problème disparaisse. Et en fait, moi, des gens qui font disparaître des trucs, j'en connais pas beaucoup, hein, j'en connais 3. Je connais les assassins, les voleurs et les magiciens. Bon, bah, les assassins et les voleurs, c'est pas des personnes recommandables, et les magiciens, ça n'existe pas. Donc, en fait, résoudre un problème, ça n'est possible que si on reconnaît le problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Dans le monde Shadok. En mode shadow. Euh, du coup, il y avait Odile qui disait trouver l'intérêt commun. Alors Odile, non, j'ai l'impression qu'Odile, elle a dû se déconnecter. Donc du coup, en fait, on pourra pas aller très très loin, plus loin. Il y a des films aussi qui a dû se déconnecter à cause de la connexion. Solution inadaptée, besoin non identifié. Effectivement, ouais, Véronique, ouais, si on pose pas les problèmes, la solution en face, C'est elle ne ça. résout pas. Moi, je l'ai complètement vécu dans le cas d'un. Je m'excuse, j'ai coupé la caméra parce qu'en fait, ça assure un peu. Donc, Ok. j'enlève sur le débit pour que ce soit au moins que le son soit au rendez-vous s'il n'y a pas le visage. Oui, moi, je l'ai vécu très concrètement. À l'époque, j'étais en formation chef de projet informatique. Et je suis arrivée pour mettre en place, déployer, on va dire, la solution. La solution avait été complètement développée entre le patron et les commerciaux détenteurs de la connaissance parce qu'ils sont en contact avec les clients. Et finalement, le logiciel, qui était une application qui allait vraiment de la saisie de la commande jusqu'aux statistiques super affinées, en passant par la mise à jour des stocks en live, etc., eh bien, il n'était pas adapté du tout au métier. C'était un laboratoire pharmaceutique destiné à livrer dans l'urgence des hôpitaux, des cliniques. Ça veut presque dire quand la personne est sur bloc opératoire et qu'on s'aperçoit qu'il manque un cathéter de diamètre 7, eh ben, on appelle ce laboratoire et en moins de 5 minutes, par un taxi, on a la livraison de ce qui manque. Et en fait, l'application a été développée sans prendre en compte le métier. C'est-à-dire que la personne qui avant prenait son bloc-notes, son stylo, allait noter vite fait un cathéter numéro 8 pour la clinique des Chênes, et bien là, il fallait qu'elle rentre le numéro du client, il fallait qu'elle rentre le nom de l'interlocuteur, le numéro de l'appel téléphonique et à l'époque la date parce qu'il n'y avait pas encore cette synchronisation au niveau informatique. Et après seulement, elle pouvait aller consulter les stocks pour regarder s'il y avait un cathéter de disponible et si on pouvait l'expédier. Voilà. Et moi, je suis arrivée pour déployer cette application et donc, avant de la déployer, la mettre en test pendant 2 mois et j'ai cassé beaucoup de choses dans la chaîne. Et je me suis rendu compte que finalement, l'expression des besoins avait été absolument écourtée. Donc, la solution n'était pas adaptée parce que les besoins, effectivement, identifier les besoins des utilisateurs, ça demande beaucoup de temps. Sur un cahier des charges, ça prend du temps. Donc, sur le développement d'un projet, ça a un coût. Et quand on veut réduire les coûts du développement d'une grosse application informatique, eh bien, on va entre autres réduire toute la période d'expression des besoins des différents utilisateurs et bénéficiaires. Finalement, ça a coûté plus cher parce qu'on a cassé beaucoup de choses pour recommencer. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Et ça, c'est quand j'ai lu Solutions inadaptées, pour moi, c'est obligatoirement que l'identification des besoins, des attentes, n'a pas été, on n'y a pas consacré assez de temps et peut-être qu'on n'en a pas assez mesuré l'importance. On peut comprendre un besoin global, mais après, il faut vraiment l'affiner pour justement aller vers la solution la plus adaptée. Voilà, donc j'avais besoin d'écrire ça. Parfait. Merci beaucoup. Bon, là, on a un peu explosé le temps, hein, en tout cas, merci encore pour votre temps. J'espère que ça vous a plu, intéressé. En tout cas, voilà, merci pour vos réactions. Et puis, donc voilà, il y aura le replay. Et à partir de là, je vais arrêter l'enregistrement. Et